Griffith, Freezer, Dio, ils nous ont tous marqués vu que c'était des bons méchants. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais des méchants les plus malveillants, mais j'ai trouvé encore pire. Et ceux présents dans cette vidéo, ils vont faire passer les anciens pour des enfants de cœur. Sachez juste que cette vidéo va spoiler à mort ces mangas et ces animés qui apparaissent à l'écran. C'est bon? Vous êtes prêts hein? Allez, c'est parti! Malveillance max. Et d'ailleurs, si vous aimez les mangas et les animés, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En plus, on est bientôt 100 000 abonnés. Merci de vos soutiens. Là, on est sur le vrai méchant de Naruto à l'ancienne. Et qu'on vienne pas me parler de sa rédemption en mode daron pour Mitsuki, parce que vraiment, avec tout ce qu'il a fait, y a aucun monde où il est pardonnable. Ce type, c'est un grand malade du pouvoir qui veut connaître tous les ninjutsu, même les plus rares. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Des expériences sur les humains, bien sûr. Mais si vous pensiez qu'il s'était arrêté à simplement disséquer des adultes, c'est que comme Kishimoto, vous avez oublié ce pauvre Yamato. Pour rappel, c'est le seul gamin à avoir obtenu les pouvoirs du Mokuton du premier Hokage. C'est aussi le seul des gamins à avoir survécu aux expériences d'Orochimaru pour créer le bras de Danzo. Toujours pour ses expériences, quand il a voulu recréer le Senjutsu via la marque maudite, là aussi, il a testé ça sur des gamins. À partir de Jugo, seul être capable de produire le Senjutsu dès la naissance. Une fois la marque au point, il la posa tel un vampire pédo dans le cou de ses jeunes victimes. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'arrivent pas contre la marque? Eh bien, il est fouté en tôle en mode bon on verra ça plus tard. C'est un truc qui faisait beaucoup de laisser ses expériences de côté comme Karin et Sujutsu, mais surtout avec les Shin dont il s'était servi pour cultiver les Sharingan du bras de Danzo. Mais l'expérience où il excelle, genre là c'est le petit plat du chef, c'est pour se réincarner encore et encore dans le corps de ses subordonnés, histoire de rester techniquement immortel. Mais mis à part ça, dès qu'il apparaît, il y a un gros sentiment de malaise. Le gars, il est terrifiant. Même le GOAT, Kakashi, il se chie dessus. En plus de ses penchants en mode scientifique fou à la Frankenstein, faut pas oublier que c'est un terroriste international extrêmement dangereux. Déjà, il a rejoint l'Akatsuki, il a créé son propre village ninja, le village caché du son. Et en tuant le Kazekage et en se faisant passer pour lui, il a monté une alliance pour ravager Konoha avec les forces d'Oto et Suna. Un raid durant lequel il aura affronté le 3e Hokage en utilisant l'infâme technique de réincarnation des morts, profanant les cadavres du premier et du 2e Hokage, qu'il a réincarné grâce au corps de 2 jeunes d'Oto qu'il avait tués. Un combat à la suite duquel le Hokage perdra la vie par sa faute. Mais bon, ses plus gros crimes aux yeux de Naruto, ça reste tout ce qu'il a fait à Sasuke. En plus de lui avoir mis sa grosse marque maudite de gros vicieux en traumatisant l'équipe 7 au passage, Orochimaru a envoyé l'équipe de Dozu l'attaquer pour le tester, ce dont l'équipe de Dozu ne ressortira pas intacte. À cause de lui et de sa foutue marque, Sasuke a commencé à vouloir plus de puissance pour en découdre avec Naruto, et c'est Orochimaru qui a envoyé les 4 du son récupérer Sasuke, histoire de faire évoluer sa marque maudite. Résultat, à cause des manigances d'Orochimaru, Sasuke est encore plus tombé dans les ténèbres à ses côtés, alors qu'Orochimaru, lui, il voulait juste son corps. Ouais, chelou de ouf dit comme ça, mais justement, chelou, c'est ce qu'il est. Si je vous dis vampire, nazi et basson de religieux à coups de flingue, vous pensez à quoi? À Hellsing bien sûr. Et quel meilleur enfoiré à ajouter à la liste que le Major, ce grand nihiliste fan de guerre et de chaos. Soldat SS devenu cybernétique pour survivre après sa rencontre avec Alucard, le Major a passé 50 ans à préparer son retour en grande pompe avec un seul objectif en tête, le retour de la guerre. Ainsi, pour semer le chaos en Angleterre, qui est sa cible principale, il a créé un max de vampires artificiels qui a causé un maximum de morts sur le chemin en créant de nombreuses goules sauvages et sans cervelle pour leur obéir. Avec ses 50 ans de recherche, ce bon gros nazi dans l'âme se recréa une armée de vampires SS à ses ordres, prêts à accomplir ses moindres volontés, même si en vrai, à part la mort et la destruction, il avait pas de vrais objectifs à long terme. Avec son armée et ses dirigeables, le Major peut enfin mettre son plan à exécution et décima Washington, puis Londres avec ses vampires. Le pire étant ce qu'il a fait à Londres, où il a bombardé les moindres symboles ou quartiers de la ville, la transformant en véritable enfer sur terre avant d'y lâcher ses vampires, dévorant et transformant le monde civil. Mais pour lui, tout ce chaos n'était qu'une douce mélodie qui prend plaisir à écouter comme si de rien n'était, même quand les soldats du Vatican se sont ramenés. Malgré des subordonnés extrêmement compétents et dévoués à son plan chaotique, le Major n'a quand même aucun respect pour eux. Genre les frères Valentine, ils se rappelaient même pas leur nom après leur mort. Rip Van Winkle, qui a quand même donné sa vie face à Alucard, il a laissé mourir dans la souffrance comme une merde, alors qu'il aurait pu l'incinérer à distance, histoire de lui éviter de souffrir. Même son fidèle Walter, il s'est foutu de sa gueule quand il est mort face à Alucard. Et ça, c'est avec ses lieutenants. Pour ces simples soldats qui étaient pas d'accord avec lui, il hésitait pas à leur demander de s'entretuer, histoire de les calmer un petit peu. Un vrai monstre sadique qui, même dans la mort, était satisfait du chaos et du carnage qu'il avait causé. Vous connaissez probablement Blue Lock. L'anime a eu pas mal de succès l'année dernière et c'est mérité car c'est vraiment un excellent manga sport. Mais vous ne connaissez peut-être pas l'œuvre précédente du mangaka, Jagan. Dans ce monde, on y suit Jagasaki, un flic qui est juste frustré de pas pouvoir utiliser son flingue sur ceux qui l'emmerdent. Et la perspective d'une vie banale le plonge au bord de la dépression. C'est à ce moment qu'une pluie de grenouilles tombe sur la ville et non, je vous vois venir, aucun rapport avec Weather Report. Mais bref, ces grenouilles rentrent dans les humains et en font des détraqués. Ça donne des monstres sauvages et assoiffés de sang dont leur métamorphose a un lien avec
avec les désirs de l'humain. Cependant, certains humains parviennent à avoir des pouvoirs très chelous, mais ils ont quand même gardé le contrôle d'eux-mêmes. Et c'est le cas du héros Jagasaki, qui utilise ses pouvoirs pour combattre les détraqués, ou du personnage qui va nous intéresser, Motobu Robahata. Alors lui, c'est pas un méchant à la base, c'est même un pote du héros. Mais bon, je pense que si Jagasaki savait ce qu'il faisait, il aurait buté sur le champ. Parce que c'est tellement une ordure qu'il mérite complètement sa place dans la vidéo. De base, un puceau célibataire de 27 ans qui vit de petits jobs d'intérim. Oui, il a une vie de Hikikomori cliché. Et pour passer le temps, il s'infiltre chez les filles, il installe des caméras et il se pochita la tronçonneuse sur ces dernières pendant qu'elles ont des relations sexuelles. Le mec le dit lui-même, et je pense on sera tous d'accord, c'est vraiment une grosse merde. Mais là en vrai, il est soft, parce qu'il a pas encore eu ses pouvoirs. Lorsqu'il fusionne avec une grenouille, son pouvoir se matérialise avec une sorte de langue qui peut enfoncer dans la bouche d'une personne, ce qui donnera à cette dernière une forte envie de ken. Et ça fonctionne totalement comme du GHB. Et je le rappelle que les détraqués chopent leur pouvoir en fonction de leur désir, donc rien qu'avec ce pouvoir, ça démontre que le gars, il est vraiment dérangé. Bon, évidemment, il a utilisé son pouvoir pour violer des filles qui lui ont rien demandé, mais il peut faire encore pire que ça. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il était très amoureux de la première victime de son pouvoir, mais avec les caméras qu'il a installées chez elle, il a vu qu'elle avait déjà un mec et qu'il a fait l'amour avec lui. Il décide donc d'aller se venger du gars, et comment est-ce qu'il va faire ça? Eh bien, il a utilisé son pouvoir sur sa petite sœur. Il a filmé le tout et lancé le film sur la télévision lorsqu'il est rentré, de sorte à ce qu'il voit sa sœur se faire ken lorsqu'il rentre. Genre, le gars, tout ce qu'il a fait, c'était avoir une relation consentie avec sa copine. Ni lui, et encore moins sa sœur, ne méritait ça. Mais il ne s'arrête pas là. Cette dernière victime a été une fille mineure. Bon là, par contre, c'est vraiment trop. Au moins, elle a une punition. Cette dernière a des pouvoirs avec des griffes. Elle les a utilisés pour lui arracher son autre jambe. Il est hyper malsain, et le seul truc bien qu'il fera, c'est lorsqu'il a aidé le héros à se battre contre un détraqué très puissant. Mais bon, je vais pas l'applaudir pour ça. Il a juste fait ça par réflexe, et aussi par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Vraiment, c'est un personnage atroce. Et c'est d'autant plus horrible de savoir que des gens de notre monde pourraient agir comme lui. En tout cas, Jagan est un manga franchement cool que je vous conseille. L'histoire est sympa et les dessins ils sont incroyables. Mais allez le lire si vous avez une certaine maturité, car c'est très violent et comme vous l'avez compris, ça comprend beaucoup de scènes PEGI 18. Tyran, esclavagiste et véritable sadique sans cœur à cause duquel on s'est tapé un arc Dressrosa de 118 épisodes et 102 chapitres. Ouais, c'est plutôt long. Don Quichotte de Flamingo a toujours été un connard dans l'âme, et ça, certains en ont fait les frais très tôt. Gamin, Dofi kiffait sa vie de dragon céleste jusqu'à ce que son père décide de quitter la terre sainte de Marie-Joise pour devenir un simple humain sans aucun privilège. Une trahison pour son fils qui n'était pas habitué à devoir vivre comme le bas peuple, et après la mort de sa mère, là, c'en est trop. Et à peine 10 ans, Doflamingo tua son père et ramena sa tête au dragon céleste dans l'espoir de récupérer son statut. En vain. Oui, un vrai malade. Même avec sa famille, il n'a vraiment aucune pitié. La preuve, même son petit frère qui était son bras droit, il a pas hésité à le tuer quand il a pris sa trahison. Et franchement, les meurtres familiaux, c'est loin d'être les pires trucs qu'il ait fait. Désormais devenu un grand corsaire, Doflamingo s'est cherché une île où régner, et quoi de mieux que l'île anciennement dirigée par ses ancêtres avant qu'ils deviennent des dragons célestes. Problème ? Maintenant il y a un nouveau roi. Du coup, pour s'en débarrasser et asseoir son pouvoir, Dofi a utilisé son fruit du démon pour manipuler le roi et sa garde avec ses filles de marionnettes, les forçant à tuer leur propre population. Tout ça pour que Dofi et son équipage arrivent en héros pour sauver le peuple et se les mettre dans la poche. Et pour garder l'illusion d'un royaume heureux, il se servit des pouvoirs de Segar pour changer le moindre rebelle en jouet, ce qui effaçait toute trace de leur existence en tant qu'humain. Le plus sadique, c'est de voir ces pauvres jouets se balader au milieu des autres humains qui ne savent même plus qui sont. Mais ce grand malade, en grand entrepreneur sadique qu'il est, il s'est pas arrêté là. Il a remis au goût du jour les combats à mort au Colisée et se sert de ses esclaves jouets, mais aussi des nains de la tribu Tontata, pour bosser comme des esclaves à son usine de Smile, fabriquant à la chaîne ses fruits du démon artificiels pour le compte de Kaido, le rendant du coup un petit peu responsable de ce qui est arrivé à Ebisu avec les Smile défectueux. Et tout ça grâce à son allié César Clone, qui l'aidait à produire le SAD nécessaire pour leur fabrication. Mais du coup, ce grand mégalo, il le prend comment quand ses plans tournent mal? Eh bien, il aime pas ça du tout. C'est le moins qu'on puisse le dire, et ça le rend encore plus imprévisible et sadique. Par exemple, quand Bellamy, qui lui était pourtant plus que fidèle, ne lui était plus utile dans son combat contre Luffy, il a pas hésité à lui fracasser la gueule et à se servir de lui comme une pauvre marionnette, peu importe sa douleur. Et quand il était sur le point de perdre, il lança sa fameuse cage à oiseaux, emprisonnant toute l'île dans une cage de fil super tranchant et indestructible. Genre le gars préférait faire un génocide plutôt qu'aimer sa défaite. Plus mauvais perdant, tu meurs. Je vais vous parler du méchant de Gun, Destinova. Mais avant de parler de lui, je dois résumer un petit peu l'univers de Gun. Il faut savoir que le monde est divisé en deux. On a Kozutetsu qui a ses ghettos, il y a une méga décharge, c'est pauvre, et c'est un lieu rempli de violence, et il est en dessous de Zalem, qui est plus une utopie où seule l'élite peut vivre. Et l'un de ses anciens habitants est le docteur Ido. Lui, il a été exclu de Zalem, mais c'est un bon. Il aide les habitants de Kozutetsu presque toujours gratuitement. Et un jour, il récupère notre héroïne principale dans une décharge. Il va la reconstruire, lui donner une vie et un nom.
Gali. Il la considère comme sa fille et il lui donne des membres cybernétiques. Et pendant ce temps-là, on apprend qu'un serial killer tue des jeunes femmes et prend leurs membres. Tiens. Gali va donc enquêter et va tomber sur Ido. Elle pense que c'est lui le tueur en série, sauf qu'en réalité, c'est un chasseur de primes qui traque les criminels. Et il a acheté les bras et les jambes de Gali avec l'argent récupéré. Il tombe nez à nez avec le serial killer et Gali se révèle. Elle utilise le Panzerkunst, un art martial très ancien. C'est la seule chose dont elle se souvient, c'est décidé, elle devient donc chasseuse de primes pour retrouver la mémoire. Et sa première cible n'est autre que Makaku, un cyborg très dangereux que personne ne souhaite affronter vu qu'il a déjà tué des chasseurs de primes. Alors lui, il a un problème, il éprouve le besoin de manger des cerveaux, il est très violent et c'est un ver. Il peut donc s'échapper de son corps s'il est défaillant et il peut voler celui d'un autre. Et on apprendra qu'en réalité, c'est un jeune garçon qui avait été abandonné à la naissance. On l'a mis dans les égouts et il vivait comme une tortue ninja et il voulait rejoindre le monde de la surface, sauf qu'il a été pris pour un rat et on l'a cramé. Son corps, il était pourri, enfin bref, il allait mourir, mais il a été récupéré par Destinova qui lui a offert un nouveau corps. Et on sait également que ce scientifique a sauvé une autre personne, Jashogan, qui était blessé après un accident. Lui par contre, c'est un bon gars, c'est le champion du motorball, et par la suite, on apprend que Destinova a récupéré le corps du Berserker, l'un des anciens corps d'Alita, et qu'il a récupéré le cerveau de Zapan, un hunter devenu fou après qu'il affrontait Gali. Et c'est là qu'on le voit vraiment. Il est très curieux scientifiquement, et d'ailleurs, c'est un côté très morbide, vu qu'il modifie des gens, et il y a plein d'expériences ratées. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? C'est simple, il veut que les gens soient libres et qu'ils effectuent leur karma. En gros, c'est qu'ils accomplissent leur destin. Et ça, quelles que soient les conséquences. Genre, Zapan qui crie vengeance, bon bah, il lui file un corps et le laisse dans la nature. Son fils a une double personnalité ultra violente, il le guérit en mettant son autre personnalité dans un corps articulé qui peut foutre le bordel, comme bon lui semble. Destinova se bute depuis qu'il a pété un câble lorsqu'il a appris que les Élémiens n'ont en réalité pas de cerveau. Ils sont tous des cobayes. Alors on pourrait se dire que c'est une victime, tout ça, mais on nous fait comprendre que ça reste un monstre. Depuis plus de 20 ans, il enlève des gens et il fait des expériences sur eux. Genre, il y a même des enfants dans l'eau. Nova reste très cruel et souvent pour rien. Genre, il a donné un oiseau à son fils qu'il a élevé et après il a ouvert la cage pour qu'il puisse voler. Sauf qu'à côté, il y a un robot qui tue tous ceux qui souhaitent voler. Donc le piaf, il est dead. Et le gars, il est tellement chelou qu'il a fait un parc d'attraction avec des manèges. Tu sais, genre le carrousel où t'as des chevaux et tout. Sauf que là, c'est des vrais chevaux qui sont accrochés et qui font que courir. Les animaux, ils viennent fous et ils s'arrachent de là et ils meurent. Ouais, vraiment, c'est assez dégueu. Et lors de sa confrontation avec Gali, il la brisera en la mettant dans un rêve artificiel. Alors Gali, de base, elle voit que c'est un rêve. Il y a même son père, sauf que bon, il est plus censé la reconnaître. Donc du coup, elle tue Ido pour se réveiller, sauf que le rêve continue. Et ça la brise mentalement. Destinova, il voulait juste enlever son côté combatif. Après, Nova, il est pas totalement malveillant. Il est imprévisible et il semble vouloir se battre pour que la vérité fasse surface. Après, le souci, c'est qu'il voit pas les conséquences que peuvent engendrer ses actions. Genre, il a quand même créé 3 antagonistes principaux. Et dans la Sorder, il a montré à tout le monde la vérité et ça crée un bain de sang. Tout le monde est devenu fou. Et même s'il est mort, bah en fait, il y a d'autres clones qui sont encore plus effrayants, comme Supernova ou Nova X, où là, il est en mode cuistot, il adore les flancs et tout, il fait genre qu'il est gentil et tout, genre il donne des conseils, etc. Sauf qu'en fait, c'est un enculé. Il a même forcé son fils à jouer à un jeu morbide où les gens perdent la vie. Et il représente assez bien l'univers de Gum. C'est sale, les méchants ont de la profondeur et ne sont pas méchants pour être méchants. Mais Destinova reste assez spécial. Il a quand même fait quelques bonnes actions, il peut être un allié, un ennemi, être neutre, plein d'autres choses en fait. Mais pour moi, il reste ultra sadique et ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Je pense que vous allez être choqués, mais selon moi, le pire méchant de cette liste, il est dans Goldorak. Mais vraiment lui, je vous jure, c'est un fils de pute. Alors, je vais pas parler du grand stratégaire ou de Minos par exemple, mais plutôt de Barandos qu'on peut voir dans le AV Goldorak contre Great Mazinger, et en vrai, je vais plus m'attarder sur le manga. Bon, si vous connaissez Goldorak, vous connaissez sûrement l'animé, et pour le coup, il y a pas mal de tons différents. Il y a des moments fun avec Alcor, notamment, et bien sûr des scènes assez graves. Je vous le rappelle, hein, Mactarus, il pense être le dernier représentant de sa civilisation. En effet, Euphor a été complètement ravagé par les Végas. Mais dans le manga, c'est bien plus hard. Mais puissance 10 000. Faut rappeler que c'est Go Nagai qui a fait le manga. Pour rappel, c'est le papa de Mazinger Z et surtout de David Mann, qui est turbo-violent. Ici, vous pouvez oublier l'Actarus mélancolique, là il est beaucoup plus aguerri et direct. Et si dans l'animé, les Golgoth font pas tant de dingueries que ça en termes de destruction, parce que bon, c'est presque toujours dans un endroit désert, bah c'est pas le cas dans le manga. Ici, Guru explose des bâtiments et écrase des humains. Et Barandos, lui, il apparaît dans le chapitre final. Dans ce dernier, on apprend que le Great Mazinger a été capturé par un vaisseau de lumière et ça rappelle quelque chose à Actarus. Il va du coup dans l'espace avec Alcor. Non, pas moi, le héros de Mazinger. Il tombe sur des Golgoth, Actarus s'en occupe pendant qu'Alcor récupère le Great Mazinger. Sauf qu'il tombe sur le mystérieux vaisseau de lumière. Bon bah du coup Actarus va le sauver,
comme d'habitude quoi, sauf qu'il entend la voix de Barandos, et là, le prince de Fort, il pète un câble, et il veut abattre l'ennemi au lieu de sauver le gentil. Sauf qu'on le ralentit, un Golgoth se fait sauter pour essayer de tuer notre héros. Goldorak se prend l'explosion et s'échoue sur la terre. Alcor se fait capturer. La défaite est totale, mais pourquoi Actarus a autant pété un câble? Ça, on nous l'explique via un flashback. Barandos a tué les frères et sœurs de notre protagoniste. Alors, dans l'anime Goldorak, on nous fait comprendre que la guerre de Fort a été à sens unique. Mais dans le manga, c'est différent. En effet, la planète d'Actarus était très bien armée grâce aux scientifiques. Mais tout va changer avec l'arrivée de Barandos. Alors lui, c'est simple, il tue femmes et enfants, et il en faisait une montagne de cadavres. Pour lui, une planète sans femmes et sans enfants n'a pas de futur. Il capture également des enfants sans qu'on sache trop pourquoi, et il a d'ailleurs réussi à avoir les frères et sœurs d'Actarus en captivité. Il avait un moyen de pression, et il a fait une dinguerie. Il a donc ramené des soucoupes avec des enfants pendus. Ils arrêtent pas de souffrir et crient, enfin bref. Là, c'est horrible. Et son marché est simple. Il propose 10 armes de Fort en échange d'un enfant. Le roi a donc cédé, pour lui c'était plus simple de recréer des armes, alors que la vie des enfants serait perdue à jamais. Il a presque donné tout son armement, et là, Barandos se barre avec les gosses. Les soucoupes, elles prennent de la hauteur, et il largue les enfants. Genre, il s'explose par terre. C'est juste immonde, et sans armes, le peuple de Fort est exterminé. Et ça s'arrête pas là, vu que dans le présent, Barandos a le Great Mazinger, et décide donc de faire la même chose que sur la planète d'Actarus. Il enlève du coup les enfants, et massacre tout le reste. Goldorak essaie de l'arrêter, mais il tombe sur des Golgoths qui sont là pour lui faire perdre du temps, et pour l'affaiblir. Et pendant ce temps, les forces de Vega capturent tous les amis nos héros. Actarus n'a pas le choix. Il doit affronter Barandos le lendemain, en étant affaibli. Sinon, tous ses amis mourront. Il est là, il veut en découdre avec celui qui a tué sa famille. Barandos utilise le Great Mazinger, mais avec une petite particularité. Il y a des enfants et les amis du prince de Fort attachés au robot. Goldorak ne veut pas le frapper, sinon les otages vont prendre cher. Actarus en bon héros, il va vouloir donner sa vie en échange des otages, mais Barandos est enculé jusqu'au bout et il va cogner Goldorak. Et c'est donc des enfants qui seront écrasés. Notre héros ne peut rien faire. Et en plus, il y a un Golgoth qui chope par surprise. C'est la fin, le Great Mazinger va exécuter Goldorak. Mais Alcor va sauver tout le monde en se détachant et en tirant sur le cockpit du Great Mazinger. Ça laisse le temps au prince de Fort de neutraliser le robot en le frappant dans la tête. Barandos est par terre. Jamais Actarus ne pourra le pardonner et il l'exécute. Ça a failli très mal se finir, mais tant que le Great Mazinger et Goldorak seront là, Vega ne pourra rien faire. Et le manga se termine sur ça. Et en vrai, j'aurais bien aimé voir Minos et les grands stratégaires. Je suis sûr qu'ils auraient fait quelques dingueries. Alors, il y a bien des suites, mais Go Nagai ne bossera pas dessus. En tout cas, ce manga là, c'était juste un one shot sorti en même temps que la série animée, mais vraiment, waouh! La vache, je m'attendais pas à autant de dingueries. Si vous aimez l'animé et que vous avez pas peur des histoires plus sombres, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Bon bah, finalement, c'était tous des gros enculés. Et vraiment, j'ai aucune envie de les croiser. Mais selon vous, quel est le pire perso? Perso, je dirais Motomu ou Barandos qui sont juste terrifiants. Et à votre avis, s'il devait y avoir un troisième épisode, ça serait sur qui? Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao!